Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce jeudi sur A12. Voici les titres du journal. Le sort des 234 migrants à bord de l'Océan Viking se joue en termes de risques diplomatiques entre Rome et Paris. Les deux capitales se renvoient la responsabilité de l'accueil des migrants. Sur le front sud de la guerre en Ukraine, Moscou a ordonné ce mercredi le retrait de ses troupes officiellement pour préserver les vies de ses soldats. Kiev subodore un piège. Et dans l'actualité sportive, la star sénégalaise Sadio Mané ne fera pas partie de l'expédition du Qatar. Nous irons justement dans son village de Bambali où ses œuvres sociales parlent pour lui. Le navire Océan Viking avec à son bord plusieurs centaines de migrants est resté bloqué plusieurs jours en mer au large de l'Italie, aucun port italien ne lui accordant l'autorisation de débarquer ses passagers, un refus qui provoque des tensions entre Rome et Paris. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement français, exige à l'Italie de respecter ses engagements vis-à-vis des migrants. À bord de l'Ocean Viking, la situation ne cesse de s'aggraver. Les 234 migrants recueillis en Méditerranée dorment et mangent à même le sol les quelques gâteaux distribués par l'équipage. Le bateau est au cœur d'un bras de fer diplomatique entre la France et l'Italie. Paris demande à Rome de prendre ses responsabilités. Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Ce bateau a vocation à être accueilli en Italie. L'attitude actuelle du gouvernement italien est inacceptable. Donc nous souhaitons, à l'heure où le bateau est encore dans les eaux territoriales italiennes, que l'Italie joue son rôle et respecte ses engagements européens. L'Ocean Viking erre depuis plus de 2 semaines en Méditerranée, l'Italie refusant de l'accueillir. Ce mardi, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, laissait entendre que la France avait accepté de laisser le bateau accoster sur son territoire. Face à l'urgence de la situation, le président de l'exécutif corse s'est dit prêt à recevoir le bateau. Conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'Ocean Viking dans l'un de ses ports. Paris et Rome s'étaient déjà vivement accrochés sur le sujet il y a 4 ans. L'Aquarius et ses 629 migrants avaient erré plusieurs jours en mer avant d'être accueillis par l'Espagne et la France. Des crises qui pourraient se répéter avec le gouvernement de Giorgia Meloni, le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Signalons que 3 d'entre eux ont été évacués ce matin pour des raisons sanitaires au port de Bastia en Corse, dans le sud de la France. Hier, on vous l'annonçait, le chef de l'État français Emmanuel Macron a officiellement mis un terme à la mission de l'opération Barkhane dans le Sahel, ce après 8 ans d'implication active dans la lutte antiterroriste. Je vous propose justement de suivre cet extrait de son intervention. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu a ordonné le retrait de ses troupes déployées sur la rive occidentale du Dniepr dans la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Une décision qui de prime abord semble salutaire pour l'Ukraine, qui cependant soupçonne un guet-apens. Les troupes russes vont-elles se retirer de la ville clé de Kherson dans le sud de l'Ukraine? C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mercredi après-midi à la télévision le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Pour nous, la vie et la santé des militaires russes sont toujours une priorité. Nous devons également prendre en compte la menace qui pèse sur la population civile. Assurez-vous que tous les civils qui veulent partir puissent le faire. Procédez au retrait des troupes et prenez toutes les mesures pour assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et des équipements à travers le fleuve Dnipro. Depuis plusieurs semaines déjà, la ville de Kherson est la cible d'une contre-offensive ukrainienne. Mais suite à cette annonce, Kiev a réagi en indiquant ne voir aucun signe de retrait des troupes russes et a accusé Moscou de mise en scène. Une chose est sûre, la perte de la ville de Kherson serait un gros coup dur pour le Kremlin, un mois seulement après l'annexion de force de la région. Un peu plus tôt dans la journée, la Russie avait annoncé le décès de l'un des hauts responsables de cette région de Kherson, le pro-russe Kirill Stremouzov, connu pour son activité sur les médias sociaux. Il serait mort dans un accident de voiture selon les agences de presse étatiques.
Parmi les pays qui subissent de plein fouet les contre-coups de la guerre en Ukraine et la Moldavie, particulièrement vulnérable, la plus faible économie d'Europe a du mal à faire face à la hausse vertigineuse des prix de l'énergie et c'est toute l'économie qui s'en retrouve lourdement affectée. La crise énergétique qui frappe l'Europe est particulièrement aiguë en Moldavie. La petite république située entre la Roumanie et l'Ukraine doit faire face à une diminution de moitié du gaz importé de Russie dont le prix a été multiplié par 6. Par ailleurs, Chisinau ne peut plus compter sur l'électricité provenant de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie qui fournissait 70% de ses besoins. Le gouvernement exhorte les habitants à économiser l'énergie. Face à l'envolée des coûts, certaines entreprises ont préféré suspendre leur production, comme ce fabricant de briquets. Nous avons un pied en Russie, dit-il, et un autre dans l'Union européenne, donc nous sommes à un moment décisif. C'est la période la plus difficile pour notre pays. À la tête d'une brasserie artisanale, Sergueï subit aussi la flambée des cours. Il réfléchit à augmenter les tarifs au risque de réduire les ventes. Et pour s'adapter aux nouvelles restrictions nationales, il produit en dehors des heures de pointe. Nous avions l'habitude de dépenser environ 12 000 lei, soit 700 € par mois pour l'électricité. Maintenant, nous dépensons plus de 2 000 €. Le coût de l'électricité a donc triplé pour nous et ce n'est pas fini. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est attendue jeudi en Moldavie pour discuter d'un renfort de l'aide à ce pays candidat à une adhésion à l'UE. En Argentine, des praticiens du secteur de la santé dénonçaient lors d'une manifestation hier mercredi à Buenos Aires leurs conditions de vie. Médecins et infirmiers réclament une hausse de leur traitement salarial pour faire face à l'inflation galopante. Retour sur l'actualité électorale aux États-Unis avec les élections de mi-mandat. Majoritaire à la Chambre des représentants, les républicains ne sont pas encore assurés de l'emporter au Sénat où 4 voix doivent encore les départager d'avec les démocrates. Le point sur la soirée électorale de ce mardi 8 novembre avec nos confrères de la rédaction de France 24. Une nuit électorale incertaine, palpitante, que viennent de vivre les Américains, avec des résultats moins mauvais qu'escomptés pour le camp de Joe Biden. Premier à s'exprimer à 22h heure locale, Donald Trump, entouré de ses supporters dans sa résidence de Mar-a-Lago, l'ancien président se montre triomphaliste alors même que très peu de résultats sont tombés. Les chiffres jusqu'à présent sont géniaux. Et il ne s'agit que de jusqu'à présent. Nous en sommes à 80 victoires et 3 défaites. Est-ce que c'est pas génial ? Des accents victorieux démentis par les résultats. Les télévisions donnent une courte majorité pour les républicains à la Chambre des représentants et une égalité parfaite au Sénat. Plus ennuyeux encore pour Donald Trump, la large victoire de cet homme en Floride, Ron DeSantis, un rival potentiel pour la présidentielle. Nous avons accompli plus que ce que quiconque aurait cru possible, mais il nous reste encore tant à faire. Et je ne fais que commencer à me battre. Plusieurs États clés, comme ici la Pennsylvanie, que les sondages voyaient acquis à ce républicain proche de Trump, sont tombés dans l'escarcelle démocrate. Une victoire à l'arraché pour ce futur sénateur, victime d'un AVC, et dont les capacités avaient été mises en doute. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions gagner des circonscriptions conservatrices, mais nous avons fait ce que nous devions faire.
À cette heure, le suspense reste entier pour le contrôle du Sénat. 4 sièges restent à attribuer. Le comptage des voix pourrait prendre plusieurs jours. 11 000 travailleurs seront licenciés par Meta, la société mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, ce qui représente 13% de ses effectifs dans le monde. L'annonce a été faite ce mercredi par le patron de l'entreprise en personne, Mark Zuckerberg. Ce dernier invoque des performances financières peu reluisantes ces derniers mois. Plus de détails dans cet élément. Meta, la maison mère de Facebook, annonce la suppression de 11 000 emplois. C'est le premier plan social de l'histoire d'un groupe qui détient aussi Instagram et WhatsApp. Le patron, Mark Zuckerberg, a précisé que cela représentait 13% des effectifs et s'est dit désolé pour ceux qui sont touchés. On ne sait pas encore les pays concernés. Ces licenciements pourraient ne pas être les derniers. En cause, des performances financières décevantes au 3e trimestre avec un net recul du chiffre d'affaires et des profits et une stagnation du nombre d'utilisateurs. Les licenciements chez Meta sont un nouveau coup dur dans le secteur de la tech après Twitter ou Stripe ou encore Lyft. En Afrique, Addis Abeba accuse Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, de prendre parti pour le Tigré dans le conflit qui oppose cette région, dont il est originaire au gouvernement central. De graves accusations qui pourraient entacher la crédibilité de ce haut fonctionnaire international. Le docteur Tedros, un allié du Tigré, c'est en tout cas ce qu'a affirmé ce matin le chef d'état-major de l'armée fédérale éthiopienne, le général Berhanu Jula, dans une conférence de presse. Il l'accuse d'avoir œuvré pour obtenir des armes au TPLF. Ce type est lui-même membre de cette équipe. C'est un membre du comité central du TPLF. Le docteur Tedros, désormais directeur de l'Organisation mondiale de la santé, aurait également, selon le général, œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre que mène le gouvernement fédéral éthiopien aux autorités régionales du Tigré. Des accusations graves à l'encontre de Tedros Ghebreyesus, qui avait été ministre de la Santé dans un gouvernement du TPLF. Après 3 semaines de combats et de traque des rebelles dans le nord du pays, plusieurs centaines de personnes sont mortes et des dizaines de milliers ont fui vers le Soudan voisin. Dans quelques jours, plus exactement le 16 novembre prochain, s'ouvre à Nairobi au Kenya la prochaine session du dialogue entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 à l'est de son territoire. Des précisions dans ce reportage. En amont de la prochaine session du dialogue de paix de la communauté d'Afrique de l'Est, le président en exercice du sommet des chefs d'État de la dite communauté, Évariste Ndayishimiye, a tenu des consultations pour faciliter le retour à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges organisés en marge de la COP27 en Égypte avec les chefs d'État du Rwanda, de la Tanzanie, du Kenya et du Premier ministre de la République démocratique du Congo, les pays membres ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des pistes politico-militaires et présentent la solution politique comme la seule solution durable. Ils ont passé en revue les développements récents du Nord Kivu, en particulier la recrudescence des attaques contre les populations par des groupes armés qui a sapé les acquis, car les groupes locaux armés avaient déjà proposé de déposer les armes en échange de la paix et exhortent toutes les parties à se joindre à la recherche d'une paix durable dans l'Est de la RDC par le biais d'un dialogue intercongolais. Malgré des avancées dans la lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo, le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, note la résurgence des cas de violence. Le Rwanda et la République démocratique du Congo s'accusent mutuellement d'ingérence dans leur espace aérien et terrestre. Le Rwanda est toujours accusé par le gouvernement congolais de soutenir les attaques du M23 qui mettent à mal les efforts entrepris par la communauté. La prochaine session du dialogue de paix se tiendra le 16 novembre 2022 au Kenya. Il a été souligné la nécessité de maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties.
En plus d'inclure dès la prochaine rencontre les chefs communautaires, l'EAC lance un appel au retrait des groupes armés étrangers pour un retour dans leur pays d'origine afin de permettre à plus de 200 000 déplacés de regagner progressivement leur domicile. La prochaine session du dialogue de paix débutera le 16 novembre 2022 à Nairobi, au Kenya. Quelle solution viable en vue de réduire les effets du réchauffement climatique dans le monde? La question fait actuellement l'objet de débats entre spécialistes et autres experts en marge de la COP27 qui se déroule actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte. Regardez. Alors que les dirigeants politiques continuent à plancher à la COP27 en Égypte, des réunions se déroulent en parallèle entre professionnels, industriels et spécialistes du climat. Objectif, partager des analyses et des nouveautés technologiques. La société suisse Climworks, par exemple, a développé une technologie permettant de capter et de stocker le CO2 présent dans l'atmosphère. Il est de plus en plus clair que pour atteindre les objectifs de température fixés à Paris, nous devons faire deux choses. La première est de réduire massivement les émissions à un niveau sans précédent. Mais nous devons également employer des technologies à grande échelle qui peuvent éliminer le CO2 de l'atmosphère. Les discussions sont également l'occasion d'examiner les avantages et les inconvénients des solutions déjà proposées dans la lutte contre le changement climatique. La plantation d'arbres, par exemple, est essentielle, mais selon les experts, elle doit s'inscrire dans une dynamique globale. Planter des arbres peut bien sûr être une solution du point de vue du marché et aussi de l'écosystème. Mais cette solution s'inscrit dans un ensemble d'autres solutions telles que la conservation des forêts et aussi des écosystèmes et comment arriver à préserver ces derniers dans le temps. Nous devons aussi restaurer les paysages forestiers et renforcer l'efficacité des forêts dégradées, non seulement d'un point de vue productif, mais aussi d'un point de vue écosystémique et écologique, et enfin d'un point de vue social. Ces réunions n'ont pas vocation à influencer directement les négociations entre les gouvernements et les organismes mondiaux, mais elles contribuent à enrichir le débat sur le climat et les échanges sur la question entre politique, société civile et industrie. Focus à présent sur le combat de Chibzebe Ezekiel, cet activiste qui s'est acquis une renommée dans le combat pour la lutte contre le recours aux énergies fossiles au Ghana. L'homme rêve d'une Afrique industrialisée, mais à partir de l'utilisation des énergies vertes. Reportage. Au Ghana, il est le fer de lance de la lutte pour les énergies vertes. Chibzebe Ezekiel est connu notamment pour avoir empêché la construction d'une nouvelle centrale électrique à charbon dans son pays. Alors que se tient la COP27, le Ghanéen appelle au transfert de technologies afin de permettre à l'Afrique de gagner la bataille des énergies vertes. L'Europe et les nations développées misent tellement sur les combustibles fossiles pour développer leurs économies. Mais l'Afrique veut s'industrialiser. Nous avons notre propre agenda africain 2063. Comment nous industrialisons-nous? Devons-nous continuer à utiliser les combustibles fossiles ou utiliser la nouvelle tendance des énergies propres? Oui, nous voulons nous industrialiser. Donc, si nous sommes encouragés à ne pas utiliser les combustibles fossiles, alors nous avons besoin de technologies pour les énergies vertes. Sécheresse et inondations, conséquences du réchauffement de la planète, plongent des milliers d'Africains dans le désarroi. L'activiste pense que certains effets du changement climatique peuvent profiter au continent. Nous voyons le changement climatique comme un problème, mais il apporte également des idées innovantes. Il est en train de devenir une solution. Examinons donc les opportunités qu'il nous apporte afin de les exploiter pour nous aider à combler notre déficit en matière de développement. Par exemple, dans le Nord, si l'ensoleillement crée de vagues de chaleur, comment pouvons-nous l'exploiter pour produire de l'énergie? Cela peut donc devenir une solution. En 2020, Chibzebe Ezekiel a remporté le prix Goldman, récompensant 6 activistes du climat issus des diverses parties de la planète. L'attaquant sénégalais du Bayern de Munich, Sadio Mané, ne jouera pas la Coupe du Monde au Qatar cette année 2022. Il a été gravement blessé ce mardi au cours de match de la Bundesliga entre son club du Bayern de Munich et le Werder de Brême. Et justement, on termine avec ce détour par Bambali dans le sud du Sénégal. C'est là que l'international sénégalais Sadio Mané a vu le jour. C'est aussi là qu'il a grandi. Et dans ce village de la Casamance, tous saluent les largesses de l'homme, auteur de nombreuses réalisations structurelles. Reportage. Sur ce terrain de Bambali,
que Sadio Mané a fait ses premières passes. Aujourd'hui, des dizaines de jeunes y jouent chaque jour. Tous espèrent devenir footballeurs professionnels. Ansoumana, 15 ans, fait partie des grands talents du village. J'aimerais devenir un grand joueur de foot pour surtout aider ma famille et mon village, comme le fait Sadio Mané. Sadio inspire autant sur le terrain qu'en dehors. Ses nombreuses réalisations à Bambali lui ont permis de remporter le trophée Socrates, décerné par le magazine France Football. Un lycée qui accueille 800 élèves, une antenne 4G pour mieux connecter Bambali au reste du monde et surtout un centre de santé précieux qui a réduit la fracture sanitaire dans cette localité reculée du sud du Sénégal. Sadio, il a gagné sa vie, il est né ici, grandir ici, il n'a pas oublié son village. Après avoir gagné des milliards, il a directement pensé son village, que son village a un problème, il a construit. Là, c'est un acte à remercier. Avant, on était obligé de faire 20 km pour se soigner. Maintenant, grâce à Sadio Mané, on a un hôpital. À la maison familiale, les matchs de Sadio Mané avec son club du Bayern Munich sont suivis religieusement. Ici, la générosité de l'attaquant sénégalais ne surprend pas. J'ai grandi avec Sadio Mané et il a toujours été un homme avec un grand cœur. Il a toujours voulu réussir dans la vie pour aider ses semblables. C'est une personne exceptionnelle. Le Sénégal entre en lice à la Coupe du Monde le 20 novembre face aux Pays-Bas. Au-delà de Bambali, c'est toute une nation qui espère voir Sadio Mané parmi les protagonistes du plus grand rendez-vous de la planète football. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce jeudi sur A12. Vous serez demain en compagnie de Stéphanie Parra. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés à nos programmes. Au revoir.